Lex Africa. Bonsoir Monsieur Kane et merci d'être avec nous. Bonsoir Aral. Bonsoir Bita. Bonsoir Benjamin. On s'arrête d'abord sur l'arrestation de Guy Marius Sagna qui manifestait avec d'autres responsables qui font partie d'une plateforme devant les grilles du palais par rapport à la hausse de l'électricité. Depuis qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt, ces partisans continuent de réclamer sa libération. Un commentaire? Oui, absolument. Ils ont raison de le faire. Parce que moi-même, avec Guy Marius Sagna, on mène des combats depuis très longtemps. Ça a commencé depuis la lutte contre la signature des accords de partenariat économique et aussi dans d'autres structures comme Arlibok, etc. Je pense que c'est un citoyen digne et qui est patriote également, qui s'engage à défendre les intérêts de ses partisans, surtout des peuples les plus faibles. Et ça, on peut le reconnaître de Guy, hein, même s'il va souvent un peu plus loin que tout le monde. Mais je pense que c'est une action pour défendre les libertés, tout simplement, les libertés individuelles et collectives, mais surtout défendre donc la cause populaire. Et je pense que l'électricité, c'est essentiel, c'est fondamental. Même pas, je ne parle pas même de la consommation dans les foyers, ouais. Mais dans une économie, quand on est en train de construire une industrie, qu'on veut des entreprises compétitives, il faut d'abord maîtriser les coûts de l'énergie. Et maintenant, on se retrouve avec une hausse assez consistante, quand même de 10%, c'est pas rien. Elimane, vous avez parlé de citoyen. Quand on parle de citoyen, c'est quelqu'un qui doit respecter les lois et règlements de son pays. Sauf que la marche a été interdite par le préfet de Dakar. Oui, ça on peut le dire. Mais vous savez, dans une lutte, surtout dans une lutte de caste, dans une lutte sociale, on essaie toujours d'aller plus loin. Mais effectivement, tous les citoyens sont censés respecter la loi qui nous... C'est pour cela que d'ailleurs, certains vont plus loin que d'autres, parce que d'autres se limitent là où la loi les demande de se limiter, mais d'autres prennent le risque d'aller plus loin, parce que tout simplement, ils veulent se faire entendre. Et je pense que sur ce cas-là, Guy Marius Sagna a réussi à se faire entendre, parce que sa voix a porté haut. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on parle de cet acte qu'il avait posé. Il a pris ses responsabilités, il a pris aussi les risques par rapport à cela. Maintenant, c'est normal que aussi les forces qui luttent pour les mêmes causes, pour la même finalité, se mobilisent pour le libérer. Parce que c'est quelqu'un qui agit pas seulement pour ses intérêts particuliers, mais il agit pour les 16 millions de Sénégalais qui sont concernés par cette hausse. La manifestation de demain, vous y serez? Personnellement, je n'ai pas prévu d'y être, parce que j'ai d'autres engagements qui ont été pris. Et donc, mais je pense que c'est une manifestation que je supporte. Et surtout que maintenant, toutes les autres forces vives qui étaient en léthargie sont en train de se réveiller. Ça aussi, c'est un autre mérite de Guy Marius Sagna. Parce que ce sont les syndicats, les forces donc vives, qui devraient être au devant de ces luttes populaires-là. Ça n'a pas été le cas depuis un certain temps dans ce pays. Et donc, si c'est un réveil de ces luttes, parce que ces luttes, c'est tout simplement des formes de dialogue. Parce que le dialogue, on peut l'imposer à ceux qui nous dirigent, quand ceux-là n'ont pas les bonnes stratégies pour parler avec leur peuple. Et je pense que c'est effectivement l'objectif de ces manifestations-là. Et si le peuple ne répondait pas demain à l'appel de cette plateforme, oui, ce ne serait pas un autre revers? Ah non, non, ce n'est pas un revers. Parce que s'il y avait deux personnes, ces deux personnes ont fait ce qu'ils devraient faire. Maintenant, aux autres Sénégalais de se poser des questions pour dire est-ce que c'est normal que une décision aussi importante à notre défaveur, nous restons sans rien faire dans la léthargie et que d'autres se sacrifient au nom de tous ces Sénégalais. Donc je pense que là, c'est cette question-là que les Sénégalais doivent se poser, mais le baromètre ne doit pas être est-ce qu'il y a 10 personnes ou 20 personnes. Mais est-ce qu'il y a encore une fois des Sénégalais qui sont capables de s'indigner quand ils voient des choses qui ne sont pas normales? C'est ça la véritable question et c'est comme sur ça qu'il faut véritablement donc, comment dirais-je, apprécier les actes que les gens posent. Alors, autre point phare au devant de la scène, les déballages entre responsables apéristes, surtout concernant l'attribution des marchés liés au secteur agricole, les semences. Ça vous surprend? Non, non. On n'est pas surpris. Peut-être qu'on a des informations nouvelles, beaucoup plus précises, claires, sur des cas précis. Oui. Mais nous savons bien que c'est comme ça que notre pays fonctionne depuis très longtemps.
c'est une gabegie, c'est un club en fait, n'est-ce pas, d'une certaine élite au pouvoir, mais qui se partage de façon indue, donc ce qui appartient à tout un peuple. Mais là, je pense que le seul intérêt qu'il y a dans cette affaire, parce que pour moi c'est des bassesses, hein, c'est digne de Ndoumbélène comme on dit, mais le seul intérêt pour le peuple sénégalais, c'est d'avoir l'information de comment ces gens-là se comportent avec nos deniers publics. Comment aujourd'hui l'autorité devrait se comporter avec cette information-là? Parce que beaucoup s'attendent à ce qu'on puisse être assez édifié. On nous donne l'information, mais au-delà, comment cela s'est passé dans toute la chaîne? Oui, je crois que l'autorité a déjà failli en permettant à ce que ce genre de pratiques existent au sein de notre État. Maintenant, elle peut se reprendre, elle peut se remettre en sanctionnant tout simplement. Parce que maintenant on a des informations. Mais pourquoi, depuis qu'on a ces informations, le procureur n'a pas bougé, n'a pas entendu ces gens-là qui disent des choses graves, des énormités, jusqu'à même compromettre le chef de l'État lui-même, parce qu'on peut lire entre les lignes qu'en fait c'est le chef de l'État lui-même qui octroie des marchés. Voyez-vous, c'est sorti, moi j'ai lu, il y a des interviews assez longues, surtout de M. Mbaye, mais j'ai lu tout jusqu'au bout. Mais quand il dit que oui, le monsieur n'aura plus de marché de toute façon d'ici l'année prochaine, il le sait, c'est pour ça qu'il s'agite, parce que le président Est-ce qu'il est le seul à a rejeté tous ces appels d'offres. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que la RMP peut dire sur ces questions? En tout cas, cette affaire de gestion du secteur agricole ou de l'arachide a fini par révéler qu'il y a une mafia autour de cette gestion. En plus des rapports de l'OFNAC qui étaient sortis avant, qui ont eu à épingler les responsables de l'APR, il y a récemment celui de l'ARMP. Est-ce qu'ils ne viennent pas conforter quelque part Maudignon qui disait que la malgouvernance est une endémie qui est entretenue au sommet de l'État? Oui, je pense que c'est même allé au-delà de l'endémie, c'est devenu un vrai cancer. Voyez-vous, ce pays-là, il faut qu'on réalise ce qui nous arrive. On est allé trop loin. On est dans le gouffre sans nous en rendre compte. Parce que chaque jour, tout simplement, nous sommes préoccupés quand nous le voyons, elle est certaine la dépense à mener à la maison. C'est ça qui préoccupe les Sénégalais. Mais en réalité, on est dans le gouffre. La corruption a atteint des proportions, mais inacceptables dans ce pays. Et donc, tous ces organes de contrôle, finalement, sont dans la lassitude. Parce qu'on a quand même fait des efforts par le passé pour mettre en place des structures qui permettent de renforcer la gouvernance des affaires publiques. Vous parlez de l'OFNAC où était Maudignon, bien évidemment, qui a dû démissionner à un moment donné, voyez-vous, pour des raisons qu'il a données. Et les autres cours de contrôle, la Cour des comptes qui fait plus de rapports depuis maintenant 5 ans, l'ARMP qui est en retard sur ses rapports, l'IGE, on ne l'entend plus. Alors que ce sont ces organes de contrôle qui font quand même le travail. Hein. Ils le font, ils continuent à le faire à l'interne. Ils n'ont pas de pouvoir coercitif. C'est à l'autorité de pouvoir aujourd'hui. Oui, leur pouvoir, ils ont quand même plus de pouvoir, historiquement parlant. Hein, si on prend l'OFNAC, le cas de l'OFNAC, qui maintenant a pouvoir d'enquête, d'autosaisine, etc. Voyez-vous, d'aller voir même, d'investiguer sur donc les données bancaires, les données des personnels, etc. Mais une fois que l'OFNAC effectivement a saisi le procureur, c'est fini. Maintenant, l'autre maillon... Le procureur qui dépend de l'exécutif. Oui, qui dépend du ministère de la Justice, c'est vrai. Mais le procureur, quand même, c'est aussi un responsable. Il doit pouvoir prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui qui représente, n'est-ce pas, les citoyens. Mais il agit aux ordres. Oui, mais pas tout le temps quand même. Il agit aux ordres, mais pas tout le temps. Et il n'est pas tenu à attendre des ordres pour agir. Je pense que s'il reçoit les rapports, que ce soit de l'OFNAC ou d'autres structures, il a le devoir quand même d'agir, de donner suite. Mais on ne sent pas la pression autour de l'État pour mettre fin à cette impunité dans la gestion de nos deniers publics. Oui. Au-delà de l'État qui a failli, la société civile, le forum civil, on ne sait pas. Oui, vous savez, il faut comprendre la situation du Sénégal. Nous vivons une certaine transition et toute transition va avec une opacité. Voyez-vous, c'est pour cela que beaucoup d'acteurs sont affaiblis. J'ai parlé tout à l'heure des syndicats qui ne jouent plus leur rôle, mais qui étaient toujours au devant. On peut parler de la société civile.
Et voyez-vous, c'est vrai qu'effectivement, depuis 2012, parce que 2012, avant 2012, la société civile a joué un rôle important, surtout sur les questions de gouvernance. Et une partie de la société civile est allée au pouvoir avec le régime qui a été élu, n'est-ce pas? Oui. Et surtout les leaders les plus en vue, et vous savez comment fonctionnent nos organisations ici, c'est souvent les leaders qui font tout. Et une fois que le leader n'est plus là, donc les organisations ont du mal à se remettre. Il y a du travail à refaire. Et donc il y a une transition générationnelle qui est en train de se faire, mais qui n'a pas encore véritablement prise. Mais attendez, vous ne vous méprenez pas, ces organisations vont reprendre du poids de la bête. Vous avez vu, les syndicats ont maintenant décidé de ça, ils ont compris. Oui. D'autres vont comprendre également, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ces dynamiques contradictoires dans une république, dans une démocratie, pour quand même poser des limites à ceux-là qui sont nos représentants et qui prennent des décisions qui nous impactent. Au-delà d'être des lanceurs d'alerte, parce que plus souvent c'est ce qu'on voit dans cette société civile que nous avons, qu'est-ce qui est fait de plus? Parce que l'autorité peut écouter et prendre en compte ces remarques-là ou ne pas le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose qui est fait pour pouvoir aujourd'hui contraindre ou faire en sorte que ces mesures-là soient prises au niveau... Oui, on a tendance à croire que c'est seulement la rue. Mais je ne pense même pas qu'au Sénégal, la rue puisse régler nos problèmes. Compte tenu de ce contexte qu'il faut comprendre et analyser. Il faut du temps pour revenir à une certaine situation. Mais on doit imaginer d'autres formes. C'est vrai qu'on a des limites sur le plan juridique. Par exemple, dans d'autres pays, si vous prenez le Bénin, n'importe quel citoyen peut saisir directement le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a 20 jours pour répondre à ces citoyens. Okay. Voyez-vous, il faut qu'on évolue aussi sur le plan de nos lois pour permettre aux citoyens de pouvoir rester en justice. Parce que le fait de rester en justice, c'est ça qui est plus efficace pour faire avancer une société. Voyez-vous, c'est souvent dans les pays anglophones ce qui se passe. Donc les citoyens, et ça c'est beaucoup plus, civilisé que de se mettre à se bagarrer dans la rue entre les citoyens et les politiciens. Donc il faut qu'on fasse évoluer nos lois. Est-ce que c'est pas parce que c'est ça à quoi vous avez habitué ceux qui sont là, les tenants du pouvoir? Habitués à sortir dans la rue, à adopter cette forme de lutte? Oui, parce qu'il laisse plus aucun autre choix aux citoyens. Les citoyens les interpellent surtout, ça ne bouge pas. C'est comme s'il y a une sorte de mépris. Et il y a des catégorisations qu'on fait des citoyens. Parce qu'on traite bien ceux qui sont les militants, ou bien ceux qu'on veut qu'ils soient les militants, mais les autres qu'on sait être donc à cheval sur les principes et sur les règles, qui ne vont jamais accepter de se compromettre par rapport à l'État, sont systématiquement combattus. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère. Est-ce qu'aujourd'hui l'autorité peut sévir si au premier plan, ce sont ses proches et sa famille qui sont impliqués dans la mauvaise gestion, dans la mal gouvernance? Oui, ça c'est un autre problème qui est soulevé. Et effectivement, c'est un problème sérieux que nous devons attaquer dans ce pays. Et ça renvoie quoi? Un conflit d'intérêts. Et vous savez, il y a un travail qui a été fait. Vous avez parlé tout à l'heure du Forum civil. Oui. Moi, j'étais le directeur exécutif du Forum civil que j'ai quitté en 2012. Mais vous savez que le Forum civil a dirigé le Leg Africa. Hein? Pour diriger le Leg Africa. Non, ensuite, on a créé Lex Africa un peu plus tard. Oui. Oui. Mais alors, donc, il y a un travail qui a été fait sur une loi sur les conflits d'intérêts, oui, mais qui a impliqué au moins deux législatures, les parlementaires qui ont travaillé sur ça. Mais personne ne veut bouger sur ces lois-là. Et pourtant, ça pourrait permettre d'éviter ces situations-là qui mettent à l'aise tout un peuple, mais qui finalement aussi mettent à l'aise ceux qui sont au pouvoir. Parce que voyez-vous, ça devient des patates chaudes qu'ils ont du mal à gérer. Oui, sauf qu'au Sénégal, on a comme l'impression que la corruption, la malgouvernance sont devenues une fatalité. Et l'ironie de l'histoire est qu'on a mis en place des institutions pour lutter. On a l'OFNAC, on a le ministère de la bonne gouvernance. Mais à l'arrivée, on voit ce qui se passe avec nos deniers publics. Oui, et moi, mon appréciation, c'est que en fait, il y a un travail de sabordage qui se fait. C'est-à-dire, on nous montre que voilà, on a la volonté, on a les institutions. Moi, je le dis souvent, on a l'arsenal juridique le plus balèze. Mais en termes de pratique, mais absolument rien. On fait le contraire de ce que ces institutions devraient faire. Le contraire de ce que la loi donc prédit. Et donc ça, c'est une manie sénégalaise. Et donc ça s'est empiré quand même, il faut le dire, ces 5 dernières années. Parce que ces organes-là, presque
ne font presque plus leur travail, ou bien passent à côté de l'essentiel, ou bien se limitent tout simplement à un certain niveau parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il y a une immersion, bien, une ingérence donc d'intérêt politique qui les empêche d'aller plus loin. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est le gros problème du Sénégal. Et comment comprendre aujourd'hui les propos de Seynabou Ndiaye Diakhaté concernant les entreprises privées qui refusent de céder à la corruption et qui aujourd'hui ne bénéficient pas des marchés publics? Mais c'est énorme. Mais je pense que la dame Ndiaye, en disant ça, devrait démissionner le même jour. Parce qu'elle sait que ce n'est pas normal. Cela veut dire que ça, c'est quoi? L'apologie de la corruption. C'est-à-dire que dans ce pays, pour exister, il faut être dans le système de la corruption. Mais alors que vous êtes nommé où? Pourquoi? Pour lutter contre la corruption. Je pense que c'est des révélations assez graves. Peut-être que les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent à un moment donné, ou bien ils ne se réalisent pas que, mais tiens, quelle est moi ma responsabilité dans ce que je viens de dire? Voyez-vous, si même ces autorités ne prennent pas la responsabilité, mais elles, quand même, doivent aller au-delà de le dire. Parce que c'est quand même grave de dire ça. Mais qu'est-ce que le petit Sénégalais, le jeune Sénégalais, qui entend ça, comme vous l'avez entendu, va dire de son pays? Ça me rappelle une fois, je vous donne l'anecdote, parce que j'ai travaillé longtemps sur l'éducation à la citoyenneté active avec le Forum civil à l'époque. On mettait des clubs d'intégrité et citoyenneté active dans des établissements. Une fois, c'était à Richard Toll. Il y a un jeune qui nous interpelle, qui dit: mais M. Kane, si nous suivons vos recommandations, nous risquons de vieillir pauvres. Je dis: mais pourquoi vous dites ça? Je dis: parce que ça veut dire que nous serons juste dans la vie. Mais on voit chaque jour à la télé que des ministres, des responsables volent de l'argent, mais il n'y a absolument rien qui se passe. C'est comme ça qu'ils deviennent riches. Et voyez-vous, c'est quand même grave. Hein? Il faut qu'on réalise ça. Parce qu'il faut penser aux jeunes générations, aux enfants, dont on a la responsabilité d'éduquer, à la nation que nous devons construire. Et donc nous devons construire sur la base de valeurs. Mais si on passe notre temps à partir de là-haut, à fouler aux pieds ces valeurs-là, mais ce qu'on va créer, c'est une jungle. Et nous sommes presque là-dedans. Mais est-ce qu'on a les législations fortes pour lutter de façon concrète et objective contre la corruption, quand en Afrique, on pense que la corruption est une nouvelle forme de solidarité africaine? Ah, c'est faux. Ça, oui, non, c'est différent quand même. C'est de la corruption passive. Oui, non, il y a du mélange de genre, parce qu'il y a certaines civilités sociales qui se comprennent, mais ou bien nga ne la xaw ma lan waaw guro gi wala ki xalam de si jaayu ma na fekk yaay borom xalam bi, parce que ça, c'est des civilités qu'on peut se comprendre sur le bien qui nous appartient, mais pas avec le bien public. C'est ça la différence qu'il faut faire. Mais quand on utilise le bien public qui appartient à tout le monde pour faire des largesses qui sont indues, ça, on est dans la malversation. Et je pense qu'effectivement, nous, on a étudié beaucoup à l'époque la sémiologie sénégalaise sur la question de corruption. Et dans tous les secteurs, même quand vous allez dans le secteur de la santé, il y a ces termes-là qui sont utilisés. Des trucs comme ça. Voyez-vous? Donc, mais il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Il faut qu'on fasse la part des choses. Et ça, scientifiquement, on démontre que, en fait, ces civilités, ces pratiques sociales n'ont rien à voir avec la corruption. Alors, à vous entendre, quand on voit de l'autre côté l'indice de perception de la corruption, le Sénégal qui gagne quelques places, on a le rapport ITIE qui nous dit qu'il y a des efforts qui ont été faits en matière de transparence dans le secteur minier et pétrolier. On se demande de quel pays on parle. Oui, vous savez, ces instruments... Ou c'est pas la bonne info? Non, ça peut être la bonne info, mais elles valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ces instruments, c'est quoi leur objectif. Malheureusement, il y a des manipulations qui sont faites, et à chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, si ça nous arrange, on dit oui, bon, on a bien travaillé. C'est-à-dire par les différents types d'acteurs, principalement l'État, parce que l'État, quand ça l'arrange, dit que voilà, par exemple, vous parlez de l'ITIE. Aujourd'hui, sur tous les documents de l'État, sur la gouvernance des ressources minérales, la politique de transparence s'arrête à l'ITIE. Mais non, l'ITIE, c'est un simple outil de transparence qui peut aider. C'est un outil, c'est vrai, populaire, prestigieux, parce qu'il y a des institutions membres qui sont des institutions connues et reconnues, mais l'ITIE n'est pas la panacée de la transparence. Et là, un objectif précis. Son objectif, c'est de comparer les transactions
qui existe financière entre l'État et le secteur privé, ce que l'État reçoit et ce que le secteur privé donne. Maintenant, c'est une norme qui a beaucoup évolué, c'est vrai, qui intègre de nouvelles choses, mais l'ITIE ne va pas jusqu'à te dire est-ce que ce contrat est bien fait ou pas, est-ce que ce contrat est régulier ou pas. Par contre, ils peuvent mesurer, et ça dans les rapports de l'ITIE, si vous le voyez bien, ils se disent bien que l'essentiel des contrats signés dans le secteur minier ne sont pas des contrats qui ont respecté tous les critères de transparence. Mais ce n'est pas des choses qu'ils considèrent comme étant assez graves, parce que c'est sur la base des exigences qu'ils évaluent les pays. Et donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on est bien à l'ITIE, qu'on est transparent. C'est deux choses diamétralement différentes, je veux dire. Ce n'est pas opposé, mais c'est deux choses différentes. L'ITIE, ça nous donne des informations qui nous permettent de mieux aller en profondeur sur les questions de transparence. Parce que si on n'avait pas l'ITIE, ce serait pire. Parce que le minimum d'informations qu'on a aujourd'hui sur le secteur minier, gazier, on a des lois beaucoup plus fortes que l'ITIE, mais ces lois n'ont jamais été appliquées. Mais quel autre baromètre on a pour pouvoir mesurer aujourd'hui cette transparence-là? Oui, par exemple, si on appliquait la loi, le code de transparence de décembre 2012, qui dit que l'État, qui disait déjà que l'État a l'obligation de publier et de simplifier tous les contrats qu'il signe avec des tiers, qui va plus loin pour dire que tout fonctionnaire a le devoir de dénoncer quand il est témoin d'un acte frauduleux, de corruption, etc. Mais ici, on a vu que c'est des fonctionnaires qui sont attaqués, qui sont même, parce que le cas de Sonko fait actualité avec l'arrêt de la Cour suprême. Donc, il y a des fonctionnaires qui sont, comment dirais-je, qui sont renvoyés de l'administration parce qu'on leur reproche quelque chose qu'une autre loi leur dit que vous avez l'obligation de dénoncer, voyez-vous. Donc, mais ces lois ne sont jamais appliquées. Et donc, ça, c'est des éléments. Vous savez, il y a une chose qui tient une république, c'est le respect de la loi, mais par tout le monde. Le Sénégal est classé 45e sur 100 dans l'indice de corruption. Nous sommes devenus un pays, ou bien nous allons devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. S'il n'y a pas une réelle volonté politique pour vraiment lutter contre la corruption, ce qui veut dire que les pots de vin auront de beaux jours devant eux, au détriment de bonnes passations de marché public. Oui, écoutez, les pots de vin vont continuer. Vous avez une minute. Parce que, voyez-vous, tant qu'il y a l'impunité dans ce pays, les gens vont continuer à faire des malversations. Et donc, ça donnait à la corruption. Et ça va devenir beaucoup plus grave parce que, justement, les nouveaux enjeux d'exploitation des ressources des hydrocarbures vont nous amener à la manipulation de demandes financières importantes. Et si on rate le coste, franchement, ce serait dramatique pour un pays parce que les attentes des populations ne seront pas. Donc, il n'y aura pas de réponse à cela. Et les inégalités vont agrandir dans ce pays parce qu'il y aura une seule élite qui va vraiment profiter de cette manne-là au détriment de toute une population. Merci beaucoup, Eliman Kane, le président de l'ONG Legs Africa. Une association. Merci. Association. Et merci également à Binta Diallo. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TFM.